Assalamu alaikum, madame et messieurs. On est très content de votre présence ici ce soir au siège d'Axem. On a un grand débat ce soir qui parle de l'entrepreneuriat de la femme. On a ce soir madame Aïssatou Niang. On a monsieur Mamoudou Touré. On a encore monsieur Alioune Diakité. Bon, c'est un plaisir de vous accueillir ici. Bon, on a un débat qui parle de l'entrepreneuriat de la femme. On a Aïssatou Niang. On va vous interroger sur, bon, qu'est-ce que vous pensez à travers de l'entrepreneuriat de la femme ici à Mauritanie. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, bonsoir. Oui. Oui, tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Aïssatou Niang. Je travaille au projet Caritas, le projet urbain de Dar Naïm, Caritas Dar Naïm Mauritanie, dans la cellule autonomisation des femmes et des jeunes. Donc, parler donc de l'entrepreneuriat ici en Mauritanie est toujours maintenant l'objet de débat. Et donc, moi, pour commencer, je vais surtout parler d'introduire par rapport à la situation de la femme en tant que telle, donc dans le contexte mauritanien. Tout d'abord, la population mauritanienne, comme nous le savons nous tous, est composée majoritairement de femmes. Nous avons 52% de représentativité donc de femmes. Et sur les 52, nous avons 31% de femmes qui ont comme statut chef de ménage. Et à partir de là aussi, nous avons constaté aussi que le poids de la société aussi et la tradition aussi est très lourd par rapport à la par rapport au statut et la position que la femme souhaite occuper au sein de la société mauritanienne. Et donc, par rapport à son statut aussi matrimonial, la majorité donc de ces femmes n'ont un seul recours, c'est d'entreprendre pour subvenir non seulement à leurs besoins, mais aussi aux charges familiales. Et ce qui fait que, selon moi aussi, de par nos expériences de terrain, on peut dire que l'entrepreneuriat ici en Mauritanie est surtout question de survie. C'est surtout question de survie. Quand on parle réellement de l'entrepreneuriat mauritanien, c'est question de survie, de par la vulnérabilité donc, de ces femmes, de par aussi le poids qui est lourd, le poids de la société qui pèse lourd aussi sur son statut, ce qui fait que la majorité de ces femmes aussi entreprennent seulement, surtout et dans le secteur informel. Merci beaucoup. On va encore faire suivre à M. Mamoudou Touré. Encore, bon, je pense que vous avez un avis encore sur l'entrepreneuriat de la femme encore ici en Mauritanie. Oui, tout d'abord, merci à Axiom de nous avoir invités pour ce plateau. Effectivement, c'est un sujet qui est assez intéressant. Et vous l'aurez remarqué, moi je ne suis pas une femme. elle a assez bien introduit le sujet, je trouve. Et je rejoins parfaitement ces remarques que je constate aussi par rapport à cet entrepreneuriat de survie. Effectivement, on est dans une société où les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes, mais la structuration de la société fait aussi qu'il y a quand même un retard, parce que dans l'imaginaire collectif, ou bien dans la tradition, c'est que la femme était souvent restée à la maison. Donc, il y a ce retard-là déjà par rapport aux hommes. Mais on se rend compte que quand elles vont à l'école, quand on leur donne les moyens d'agir, elles sont aussi compétentes que les hommes et arrivent à créer de la valeur comme les hommes. Donc, je pense que parler d'entrepreneuriat des femmes en Mauritanie, c'est un sujet extrêmement pertinent. Et ça l'est d'autant plus qu'on se rend compte aujourd'hui que pour sortir de la pauvreté, pour sortir de la précarité, il faudrait réfléchir à des mécanismes, voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces femmes qui entreprennent, comme elle l'a assez bien dit, de façon informelle, comment est-ce qu'on peut les accompagner, comment est-ce qu'on peut les aider pour qu'elles passent d'un stade A à un stade B, C, etc. Parce que c'est pour le bien de toute la société. Et j'aimerais plus parler des femmes en milieu rural, et je travaille beaucoup dans le milieu rural. Et là, effectivement, je constate que c'est des femmes qui sont vaillantes, qui sont très braves, mais qui entreprennent avec un minimum. Nous avons eu à travailler dans des projets agricoles, et la plupart du temps, on se rend compte que celles qui sont en coopérative, il leur suffit juste d'un petit coup de pouce, creuser un puits, et elles arrivent à avoir des rendements assez intéressants. Donc je pense que la société aujourd'hui a tout intérêt à réfléchir
à comment faire en sorte d'accompagner ces femmes pour qu'elles arrivent aussi, parce que ce qu'elles gagnent, il ne faut pas oublier que ça va dans le ménage. Donc c'est important, c'est vraiment un sujet assez intéressant. Donc j'attendrai les autres questions peut-être pour développer. Merci. Et je rejoindrai aussi par rapport à cela, à ce qui vient de tourner, surtout la dernière partie, c'est que la plupart des femmes qui travaillent, elles travaillent 100% pour la famille. C'est pour nourrir ses enfants, c'est pour aussi accompagner les enfants à l'école. C'est vraiment quand même tout ce qu'elles gagnent, on sait vraiment c'est orienté vers où. Donc vraiment, ce sont des femmes vraiment aujourd'hui, si vous partez dans les marchés, vous voyez que la plupart des femmes qui vendent, la plupart des vendeurs, c'est des femmes. On trouve même de moins en moins des hommes. C'est vrai que c'est des hommes qui ont les plus gros boutiques, c'est des hommes qui ont les plus grands marchés, mais ces femmes, il leur manque juste une petite organisation, peut-être un appui financier, aussi un appui aussi en entrepreneuriat, des orientations vraiment pour les former. Parce qu'aujourd'hui, même si on part, rare de voir aujourd'hui une femme qui veut rester à la maison. Même après le mariage, elle veut chercher quelque chose pour gagner. Gagner pour elle, gagner pour contribuer au niveau de la famille. Mais aussi au niveau de la tradition, on voit souvent aussi, comme s'il y a une force ou il y a une faiblesse qui ne lui permet pas d'accéder à toutes les portes. Il y a certaines qui ont pu, certains tabous, elles ont pu le surmonter aujourd'hui. On voit des femmes qui sont aujourd'hui femmes de ménage et même des femmes il y a certains travaux qui étaient tabous, mais aujourd'hui elles osent parce qu'elles disent qu'elles sont prêtes à tout. Donc c'est vraiment elles entreprennent. Maintenant, est-ce que c'est rentable? Est-ce que cette rentabilité est valorisée? Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il y a des études qui peuvent nous dire vraiment quelle est la valeur ajoutée. C'est le PIB. Mais je sais que le poids de la femme dans la société aujourd'hui, vraiment, elle est très importante. Et elle n'est pas négligée quand même. Okay. Merci beaucoup, M. Aline Diakité. Bon, on va retourner encore vers Madame Niang. Bon, pour le développement de l'entrepreneuriat de la femme, par exemple, les solutions financières, parfois on a des difficultés dans la famille. Bon, c'est quoi votre avis sur ça? Comment on doit faire pour empêcher tout ça? Aussi, comment on va essayer de développer l'entrepreneuriat de la femme ici en Mauritanie? Oui, pour répondre à votre question, moi je vais surtout revenir un peu par rapport à l'entrepreneuriat féminin. Et là, pour répondre, je dirais plutôt qu'il faut d'abord que ces femmes soient d'abord renforcées. C'est-à-dire qu'il faut que ces femmes soient déjà formées dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Parce que là, pour entreprendre, il faut d'abord connaître déjà dans quel secteur moi je veux entreprendre. Et là, il ne suffit pas de se lever du jour au lendemain juste pour entreprendre, pour investir dans un domaine. Et avec les femmes, la majorité, ce qu'on voit, c'est juste de par leurs problèmes de questions de survie, de charges familiales, c'est par des groupements de femmes qu'elles essayent de s'organiser. Soit elles appartiennent dans une même aire géographique, qu'elles essayent donc de mettre en place donc un groupement ou bien une coopérative, ou bien parfois c'est par les liens d'amitié qui les tissent, afin qu'ils puissent donc essayer de mutualiser leurs efforts pour mettre en place une activité génératrice de revenus. Et derrière cette vouloir de changer de situation et leur situation et conditions socio-économiques, il y a cette manque de compétences qui les freine. Et cette manque de compétences est due donc non seulement par le taux d'analphabétisme qui est très élevé, surtout chez les femmes. Deuxièmement, il y a ce manque aussi de financement et de ressources et des sources d'appui pour leur faire sortir, donc pour qu'elles puissent générer et maximiser leurs chances dans le marché du travail. Et troisièmement aussi, il y a ce qu'on appelle encore l'incompétence entrepreneuriale. Quand je dis l'incompétence entrepreneuriale, les idées sont là, mais elles ne savent pas comment les mettre en place. Et là, pour entreprendre déjà, il faut qu'on essaie de répondre en quoi correspond donc mon affaire, en quoi correspond mon effort. Soit est-ce qu'il faut qu'elle essaye de sortir, d'étudier l'environnement pour identifier dans quelle affaire je veux me lancer. C'est-à-dire que, par exemple, si une femme veut entreprendre, il faut qu'elle essaye d'étudier son environnement.
pour identifier les opportunités qu'il y a dans cet environnement. Et dans ça, elles peuvent se lancer et à travers cette étude pour savoir que oui, dans tel domaine, si j'essaie de m'investir là-bas, l'activité sera rentable. Deuxièmement, il faut que j'essaie de revoir, est-ce que cette affaire, à quoi aussi ça répond? Est-ce que c'est une demande vis-à-vis de mon environnement? Est-ce que ça répond donc à un besoin? Est-ce que ça répond à un désir? Ou bien est-ce que c'est juste pour solutionner à un problème que j'ai rencontré par rapport à l'étude qui a été faite au niveau de mon environnement? Et si elle essaie donc à s'organiser et à avoir ses compétences par rapport à cette étude, donc je pense qu'il y a le maximum de chances pour générer donc des revenus et essayer aussi de développer son activité. Le deuxième point aussi, c'est surtout par rapport à l'appui financier. On a vu qu'elles investissent dans le secteur informel, ce qui fait qu'il y a la lourdeur administrative par rapport à leur reconnaissance, par exemple, en tant que coopérative. Elles peinent donc à avoir la reconnaissance. Et ce manque de reconnaissance leur freine. Parce qu'elles n'arrivent pas à venir à demander des subventions ou bien à demander des prêts au sein des banques, tant que la structure, c'est-à-dire la coopérative ou l'activité même ou l'entreprise même n'a pas de reconnaissance. Et troisièmement aussi, il y a le taux d'intérêt aussi qui est un peu élevé. Si les femmes investissent juste dans le cadre, dans l'entrepreneuriat de survie et que le taux d'intérêt aussi est un peu élevé, si l'activité ne marche pas, donc cela veut dire que cet entrepreneuriat contribue plutôt non seulement on pensait que elle-même, elle pensait que c'est histoire de survie aux charges de la famille, mais plutôt ça approvise d'ailleurs même la femme et en même temps aussi la famille elle-même. Oui. Donc pour moi j'ajouterais ici aussi par rapport aussi aux garanties, parce qu'aujourd'hui les femmes n'ont pas accès au foncier. Parce que si on prend le cas des coopératives aujourd'hui qui sont dans les villages, que Maman de Touré vient de dire, c'est souvent des coopératives qui ont des terres qu'on les a prêtées, qui appartiennent au village ou bien qui appartiennent à quelqu'un qui les prête. Et ça, déjà, le foncier pose un problème pour ces femmes, parce qu'il n'y a pas la durabilité. Et aujourd'hui, quand vous partez dans une banque, vous voulez avoir un investissement ou un financement, la banque va demander des garanties. Alors que ces femmes, elles n'ont pas ces garanties. Ça aussi, c'est un frein pour le développement de la femme et surtout en entrepreneuriat. Il y a aussi le côté social. Souvent aussi, les maris n'accompagnent pas aussi l'idéologie de leurs femmes. Parce que pour eux, c'est beaucoup de sorties, ils doivent être à la maison, des fois c'est la religion, des fois... Il y a beaucoup de ces choses aussi qui freinent. Tu vas avoir 3 copines, 4 copines qui s'entendent très bien, qui sont prêtes à entreprendre ensemble, mais il y a une qui a un frein parce que son mari, il est, je ne dirais pas extrémiste, mais c'est son mari qui lui dit non, je ne suis pas d'accord, je suis pas... Parce que si on regarde bien, les choses que les femmes font le mieux, c'est le tontine. Et le tontine, ça a été reconnu aujourd'hui comme presque un moyen d'investissement pour ces femmes. Donc une femme qui, chaque mois, a une somme qui regroupe et elle a en moyenne 200, 300, 400 000 gars par tontine. Directement, elle investit. Elle fait des petits commerces qui rentabilisent tout. Donc voilà des choses, mais c'est pourquoi aussi la famille, le social, ça aussi, il faut que ça aide. Et aussi que la femme, elle ne doit pas être aussi avoir un frein pour les aspects administratifs, pour avoir la reconnaissance, pour avoir la banque, tout ça, c'est des choses vraiment que moi je juge que vraiment, ça permet à la femme vraiment à se développer. Mais en fait, moi ce que je voulais ajouter, c'est qu'on doit comprendre une chose, c'est que la société elle évolue. On ne peut pas rester dans la configuration d'une société des années 1960 par exemple, où on dit que voilà le rôle qui est assigné à la femme, voilà ce que l'homme doit faire. On n'est plus dans cette réalité-là, donc le monde change. Ça, c'est une première chose. Le deuxième aspect, c'est par rapport, et vous l'avez dit tous les deux, l'organisation que les femmes mettent en place. Les tontines, c'est un excellent exemple, je trouve, parce qu'elles n'ont pas attendu d'être à l'université, qu'on leur enseigne des business models, etc., pour imaginer ces choses-là. Donc, elles savent analyser un contexte, elles savent se dire, mettre en place des mécanismes pour lever des fonds. Parce que les tontines, c'est exactement ça. Récemment, j'ai été avocat avec notre association où on a rencontré une coopérative à Tulde. Il y avait 473 femmes. Vous imaginez comment est-ce qu'on arrive à gérer 473 personnes? C'est intéressant. Donc c'est tout un modèle qui est mis en place par elle-même.
elles ont une boulangerie, elles ont un jardin d'enfants sur place. Elles arrivent à mobiliser des fonds. Elles ont un périmètre maraîcher, etc. Donc, il y a une activité qui est là. Maintenant, c'est comment sortir de ces discours-là et aller vers quelque chose de beaucoup plus pratique. Je pense que la première solution, c'est d'abord d'écouter les femmes. On ne peut pas commencer à réfléchir à leur place, leur dire l'entrepreneuriat féminin, il doit ressembler à ça, c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter parce qu'on apprend des choses. Et je crois que c'est aussi ça que les hommes doivent faire, c'est écouter et savoir faire des compromis. Parce que si on veut que les choses avancent, il faut que nous tous nous sachions tirer dans le même sens. Il l'a dit tout à l'heure, l'exemple de l'accès au foncier, à la terre, en milieu rural, c'est extrêmement compliqué. On a beau parler, mais s'il n'y a pas de loi ou il n'y a pas de texte qui les protège, elles ne peuvent pas investir. Parce qu'on a vu beaucoup de cas où ça démarre, ça commence à marcher, et après les hommes ils reprennent la terre. Donc ça c'est un exemple typique qu'on voit. Donc il faudrait aussi quelque part qu'il y ait de la cohérence. Et même dans les travaux ménagers, tu ne peux pas demander à ta femme de se réveiller à 6 heures, de faire le petit déjeuner, etc., et de ramener des sous à la maison, de laver les enfants. Donc ça veut dire qu'on doit repenser tous ces aspects, voir quelles sont les contraintes et comment est-ce que les hommes aussi peuvent, dans une certaine mesure, se partager un certain nombre de tâches même à la maison. Moi, je pense que c'est un début de solution. Et surtout, la principale recommandation, à mon avis, c'est vraiment de les écouter. On ne peut pas penser à la place des autres, on n'est pas plus intelligent qu'elles. Donc il y a ça, maintenant après c'est un dialogue, c'est une discussion, et puis de voir, parce que in fine, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on fait avancer la société. Tenant compte aussi de nos réalités, de nos traditions, de notre religion, etc. Je pense que c'est important. Et tout ça n'est pas contradictoire. Bon, en travers tout, je vais revenir encore sur vous. Bon, comme par exemple, quel conseil que vous donnez à les femmes pour développer leur entrepreneuriat de la femme pour l'entrepreneuriat familial? Je l'ai dit, je pense que je vais me répéter. Moi, je pense que je suis plus dans la posture de quelqu'un qui veut écouter et qui veut construire avec elle. Et pas de dire que voilà comment vous devez faire. Non, elles le savent mieux que nous. Je dis, effectivement. Voilà, ce serait intéressant de les écouter et de voir un peu. Parce que souvent, moi, je pense que l'expression des femmes manque dans nos sociétés. D'ailleurs, même dans ce plateau-là, bon, je suis désolé de le dire, il y a une femme pendant 3 ans. Et on est en train de parler de femmes. Donc, je crois que ça, déjà, c'est des choses qu'il faut corriger. Écoutons plus et donnons moins de leçons. Je pense que si on fait ça, on pourra bien avancer. Merci beaucoup. On va revenir encore la même question que moi, je pense que ce qu'a dit Touré, je pense que c'est l'essentiel des conseils qu'on peut donner. Si on ne les écoute pas et on veut toujours faire les choses à leur place, ça déjà c'est un problème. Aujourd'hui, je pense que si on regarde nos sociétés aujourd'hui, que la plupart des idées viennent des femmes. Parce que si on regarde les produits de conservation qu'on produit aujourd'hui, qu'on emballe, qu'on amène, les produits qui viennent de Chine, les produits qui nous viennent de partout, alors que nous, aujourd'hui en Mauritanie, ces produits, on peut les produire localement. Par exemple, si on prend aujourd'hui les gombos, si on va les tomates qui nous viennent de Maroc, si on va pas mal de produits maraîchers, les produits à l'agriculture, tout ça là, nos coopératives, si on les avait appuyées, si on les avait orientées, guidées, on a mis en place encore les mécanismes qui permettent de développer cette filière. Aujourd'hui, je pense qu'on aura moins à importer. Donc le fait de les écouter, de s'approcher à côté de ces femmes et de voir aussi quelles sont les filières qu'elles veulent développer. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de filières et aujourd'hui, si on regarde nos repas, il est base que de céréales. Et tous ces céréales se produisent localement. Aujourd'hui, on a tous ces céréales-là. Mais il nous manque la conservation. Et c'est pourquoi on se retrouve avec des gens qui disent que moi, je préfère le riz parfumé, qui vient de Thaïlande, qui vient de Vietnam. Alors que le même riz, on peut le produire ici à Rosso, on peut le produire ici à Bogué. Mais non, ça veut dire que vraiment, c'est ce qui manque. Il y a aussi une volonté politique. Il y a aussi une volonté au niveau de nos gouvernements pour appuyer les filières. Et une filière ne peut pas se développer sans qu'il n'y ait pas tout le monde. Il faut qu'il y ait les hommes, il faut qu'il y ait les femmes, il faut aussi qu'il y ait aussi la société. Tout le monde y participe. Et en participant, on est sûr et certain qu'on peut quand même apporter quand même un plus et réduire le chômage, que ce soit au niveau des jeunes, que ce soit aussi au niveau des femmes.
Ok, merci beaucoup, Diali. On va retourner encore aussi de Madame Niang. La même question que les hommes. Quel conseil vous donnez encore à les femmes pour le développement de l'entrepreneuriat familial ou l'entrepreneuriat de la femme? Moi, d'abord, pour les questions par rapport au conseil, je dirais toujours, surtout, il faut qu'il y ait aussi de la discipline en termes de gestion. Surtout. Parce que là, avec les coopératives que nous accompagnons au sein de notre projet, ce que nous avons constaté, c'est que les femmes n'arrivent pas à faire la différence entre la gestion de l'activité elle-même et la marmite. Tout ce qu'elles investissent, elles le reversent déjà, soit sur les charges familiales. Elles n'arrivent pas à développer comme elles veulent exactement par leurs activités génératrices de revenus. Ça, c'est un problème. Donc, l'éducation financière est très importante donc, dans le cadre de la mise en place de cette activité. Deuxièmement, donc, pour rejoindre M. Mamadou, effectivement, si nous ne les écoutons pas, ce n'est pas à nous de se mettre à leur place pour solutionner les problèmes qu'elles rencontrent par rapport à l'entrepreneuriat. Et je donne l'exemple avec les coopératives que nous accompagnons. Et c'est elles-mêmes d'ailleurs qui ont pu monter leur propre business plan. Elles viennent vers nous, nous les écoutons et nous expliquent dans quel domaine elles veulent entreprendre. Et nous, on va leur demander donc, allez-y au sein de votre quartier, de me poser des questions par rapport à le secteur que vous voulez investir. Est-ce qu'ils sont intéressés? Quels sont vos clients potentiels? Qui sont vos concurrents? Est-ce que vous pensez que si vous investissez dans ce domaine, l'activité sera rentable? Et au retour, nous sommes derrière. Quand elles reviennent vers nous, exactement, oui, nous voulons s'investir dans tel domaine, mais au sein de notre quartier, il y a tel. Par exemple, si c'est dans le cadre de commerce, elles vont te dire, oui, il y a tellement de boutiques de vente de voiles. Finalement, on a compris que l'activité de vente de voiles ne marche pas au sein de notre quartier. Et à partir de là, elles essayent de trouver encore d'autres créneaux porteurs et elles savent que si, par exemple, on essaye d'investir dans ce domaine, donc peut-être ça va marcher. Ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas seulement de dire à la femme, de parler de l'entrepreneuriat féminin de façon générale. C'est ce qui cache derrière cet entrepreneuriat qu'il faut étudier d'abord avant de parler de l'entrepreneuriat de la femme en tant que telle. Et deuxièmement, par rapport toujours au conseil, c'est de les accompagner pour la reconnaissance. Ça, c'est un problème fondamental que d'ailleurs même nous avons rencontré avec nos coopératives. Il y a des subventions que, par exemple, au niveau, au niveau du ministère de l'Action sociale qu'ils donnent. Mais le problème avec les coopératives, si les femmes sont regroupées en coopératives et elles travaillent entre elles, elles n'arrivent pas à avoir cette reconnaissance qui justifie juridiquement que cette entreprise ou bien ce GIE existe, elles ne pourront pas bénéficier de ces subventions. Et les banques aussi, ou bien les microcrédits aussi, le taux d'intérêt est très élevé. Si, par exemple, une coopérative vient demander 200 000 où l'intérêt déjà c'est 15% ou bien c'est presque 18%, ça vraiment affaiblit non seulement l'activité, mais aussi ça va retomber, il y aura toujours des retombées, surtout sur les conditions socio-économiques aussi de la femme et aussi au sein aussi de sa famille. Donc moi, pour résumer un peu par rapport au conseil que je vais donner, c'est surtout de renforcer aussi les capacités de ces femmes-là, de les écouter comme M. Touré vient juste de le dire. Deuxièmement aussi de les pousser, de les booster à avoir l'esprit d'entreprendre, surtout. Les idées sont là, mais ce qui reste, c'est juste de les structurer de telle sorte que quand on investit ou bien quand on va entreprendre, on sait dans quoi on veut se lancer. Deuxièmement aussi, c'est très important aussi qu'entre coopératives, qu'il y ait des échanges et de partage d'expérience. Nous avons une coopérative où il y a l'une seulement des membres qui était à Dakar, qui a pu voir des femmes qui sont dans la fabrication du savon et tout. Et à son retour, elle a transféré ses compétences auprès des autres. Et actuellement, leurs activités génératrices de revenus, au lieu qu'elles soient des petits commerces comme ça, maintenant elles sont dans la fabrication du savon. Et ça ne demande pas assez de coûts ou bien d'expérience pour venir les former, mais à travers ce partage d'expérience qu'elles pourront valoriser ce transfert de compétences. Merci beaucoup. Bon, on va tenir le fin du débat. Bon, merci beaucoup de votre participation aussi au chef d'Axem. On vous remercie encore, on vous dit encore merci beaucoup. On vous dit encore à la prochaine, Inch'Allah. Peut-être on va encore grandir. Un autre débat, on aura encore beaucoup de filles
qui vont débattre avec les garçons, je pense. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.